Je vais vous présenter à présent l'accord cadre. Donc, nous avons signé un accord cadre entre l'Union nationale des missions locales et l'EPID dans l'objectif de renforcer la coopération au service, bien sûr, des jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. Cet accord cadre, il a du coup pour objectif de visibiliser les offres de services des deux réseaux, mais également de manière très opérationnelle. L'idée est de pouvoir fluidifier au niveau des missions locales l'orientation des jeunes vers les centres épides et vice-versa, notamment pour le cas de jeunes qui sortiraient de l'épide et iraient par la suite auprès des missions locales. Et enfin, comme vous le savez sans doute, l'EPID est une solution structurante dans le cadre du contrat d'engagement jeune et qui permet du coup de suspendre les décomptes des 15 heures d'activité pour les jeunes. Donc c'est aussi l'un des axes pour lesquels les jeunes peuvent être orientés vers notre partenaire. Je vous laisse continuer ou peut-être que vous avez des éléments à rajouter sur l'accord cadre. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc juste peut-être sur l'accord cadre, effectivement, cette année, on a pu participer aux rencontres nationales des missions locales, donc au Havre. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on venait, mais là, c'était effectivement encore plus marquant par le biais qu'on avait déjà des actions en commun par le biais de cet accord cadre. Voilà. Donc si vous souhaitez, on va démarrer par une petite vidéo. Nous, c'est une vidéo qu'on met sur les réseaux. Vous entendez bien? Question? Oui. Je suis sur le webinaire de l'EPID, là, mais j'ai pas le son. Ah, sur le webinaire de l'EPID. Il y a des problèmes techniques. On va poursuivre peut-être. Donc la petite vidéo pour vous montrer ce que l'on peut partager sur les réseaux sociaux, c'est plutôt à destination du public, hein, clairement. Donc on va se présenter, donc l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, l'EPID. Donc on a 20 ans cette année, parce l'EPID a été créé en 2005. On est un établissement public, on accueille des publics qui ont entre 17 et 25 ans. Et l'objectif principal de ce dispositif est d'amener les jeunes vers une insertion durable, donc l'accès à l'emploi ou à la formation qualifiante. Donc c'est vraiment un accompagnement, c'est un dispositif d'accompagnement. Il n'y aura pas de formation pendant le parcours ou un certain type de formation, mais en tout cas pas de formation professionnelle pendant le parcours. Nos financeurs, ministère du Travail et de la politique de la ville, il fut un temps où l'armée était financeur, c'est plus le cas, donc c'est historique, c'est un partenaire historique, mais il n'y a plus de financement. On sollicite également le Fonds social européen. On a 20 centres au national, donc un petit changement, vous avez la carte là sur la présentation, un petit changement en 2025, le centre de Combray, en Maine-et-Loire, va déménager à Avrier, donc ça lui permet, c'est tout proche d'Angers, donc ça lui permettra nous permettra d'avoir plus de place à destination des volontaires, des jeunes, et puis d'être tout plus simple en accès en transport, on sera dans ces cas-là tout proche de Angers. Le nombre de places par an, on a 3000 places pour l'ensemble des centres. Comme le parcours des jeunes est à peu près de 8 à 9 mois en moyenne, en gros, on accueille 4500 jeunes par an, quoi. Et la spécificité de ce dispositif d'insertion, c'est qu'on accueille en internat. Donc 5 jours sur 5, les jeunes sont accueillis. Et pour ceux qui n'ont pas de solution le week-end, ou parce qu'ils ont un stage le lundi, ou pour X raisons, ils peuvent rester dans le centre le week-end. Donc on ne va pas proposer une animation, ou en tout cas, on ne va pas continuer l'offre de service EPID
le week-end, mais il y a on a des partenaires qui sont présents pour veiller à la sécurité, à répondre à toutes les questions des volontaires présents si nécessaire. Voilà. Alors, je l'ai pas dit au début, alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, vous levez la main, vous intervenez. Je ne sais pas si vous nous connaissez bien ou pas, mais en tout cas, posez toutes les questions qui vous semblent nécessaires, c'est le moment. Voilà. Donc, je poursuis. Donc ça, c'est un petit florilège d'images de nos centres qui se ressemblent pas du tout. C'est vraiment, il y a des centres historiques qui ressemblent plus à des casernes, par exemple à Strasbourg, puisque là, c'est vraiment une caserne, une ancienne caserne, et d'autres qui sont, par exemple, Val-de-Reuil, c'est un ancien centre de formation Orange, voilà. Donc il y a vraiment tout type d'architecture et de sites. L'important, c'est qu'il y ait suffisamment de place pour accueillir un internat, des salles de cours, des gymnases, du lieu pour que il y ait de la place pour que les jeunes puissent vaquer autour des lieux d'hébergement. Il faut aussi une cantine. Enfin voilà, il faut de la place. Donc c'est pour ça que on tente d'ouvrir d'autres centres bientôt là dans le 93 notamment, mais c'est plutôt à horizon 2026-2027. Voilà. Mais vous voyez, Et il fait du, toujours bleu. Voilà, il fait toujours et bleu. Le du ciel est bleu coup, partout dans l'ensemble de la France, dans les centres épides. Je m'amuse. Les volontaires à l'insertion, donc c'est comme ça que l'on appelle les jeunes qui intègrent l'EPID, parce qu'en fait, les jeunes signent, c'est pas moi, c'est les jeunes signent un contrat à l'insertion, un contrat de volontariat à l'insertion. Donc on les appelle les volontaires, puisque c'est le premier élément qui leur permet de rentrer à l'EPID, c'est qu'ils souhaitent venir, puisqu'il n'y a pas du tout de jeunes qui viennent sous contrainte de la part je sais pas, de l'ASE ou du SPIP ou autre, c'est vraiment, ou d'un juge, c'est vraiment sur volontariat du jeune. Il en est de même que lorsque ce sont des mineurs. On vérifie bien, justement, on rencontre les parents à l'entrée pour que ça soit bien la volonté du jeune de venir dans un centre, parce que de toute manière, ça, vous le savez vous-même en mission locale, si un jeune n'est pas volontaire pour être accompagné vers son insertion, ça fonctionne pas, quoi. Donc on accueille, comme je vous disais, des jeunes de 17 à 25 ans. Donc 17 ans, c'est récent, c'est 2022 à peu près. On a ouvert les portes de nouveau à des mineurs. Donc, en termes de niveau scolaire, c'est pas du tout diplômé, pas du tout de scolarité. C'est possible aussi de venir à l'EPID jusqu'au bac. Ça aussi, c'est récent, c'est depuis 2022. Sachant que c'est pas tous les bacheliers qui peuvent intégrer l'EPID, c'est des publics qu'on dit en voie de marginalisation. Donc, qui vont cumuler ce qu'on dit de manière jolie, c'est joli, qui vont cumuler des vulnérabilités. En gros, qui ont pu être SDF, enfin, vous avez sur une partie du slide, là, il y a les vulnérabilités qui ont été qualifiées par nos tutelles, voilà, donc avoir été SDF, avoir eu des difficultés pour se nourrir, avoir eu des comportements à risque, donc c'est potentiellement avoir des soucis de drogue ou autre, enfin des problèmes d'addiction en tout cas. Ne pas savoir comment trouver du travail, bon ça c'est un peu générique dans l'ensemble de la population, donc ça c'est pas une grande vulnérabilité, ça fait partie du reste. Et de ne pas avoir trouvé de l'aide dans son entourage, voilà. Donc c'est aussi, je l'ai pas dit, mais ce sont des jeunes qui ont la qualification de NEET. Donc vous connaissez ce terme puisque c'est tous les jeunes qui sont pas en emploi, ni en formation, ni en stage par exemple, voilà. Deux autres facteurs que les tutelles nous ont demandé de surveiller, entre guillemets, enfin on a des critères, on a des objectifs spécifiques là-dessus, on va aller chercher des jeunes qui habitent en quartier prioritaire de la ville, en QPV, et puis donc on va avoir des actions spécifiques vis-à-vis d'eux, mais Karim pourra vous en parler. Et puis être une femme, je ne sais pas si c'est une vulnérabilité, mais en tout cas, ça peut pour certains jeunes être une difficulté complémentaire. Voilà. D'où la nécessité aussi de notre part d'être vigilant à accueillir un maximum de femmes dans nos centres, puisque bien sûr c'est un accueil, on accueille hommes et femmes, mais aujourd'hui, vous voyez dans les chiffres qui sont proposés dans le slide, on a 30% de femmes. Donc c'est assez classique dans les structures d'insertion de ne pas avoir la parité, mais là, il nous faudrait augmenter, nous, le nombre de femmes accueillies. Donc l'âge moyen des jeunes, là, il est précisé voilà, aux environs 19 ans. Les QPV, donc 34%, 32% de mineurs, ça c'est une moyenne aussi, parce que certains centres
ont des mineurs, ont 40%, 45% de mineurs, et 8% de bacheliers, donc c'est vraiment une minorité de notre public. Vous avez aussi le nombre de mois de parcours moyen, 9 mois, 90% de taux d'occupation, donc Karim pourra vous en parler un peu plus, en gros, il y a de la place, mais parce que ça tourne, voilà. Mais en gros, les centres sont assez complets. Et 64% le taux d'insertion. Donc, comment il est comptabilisé? Chez nous, le taux d'insertion global, en fait, ça s'appelle TIG. C'est en même temps des taux de sortie positifs. Donc là, c'est des jeunes qui vont sortir vers un emploi de plus de 20 heures ou de plus de 2 mois, ou qui vont aller vers de la formation qualifiante ou diplômante. Et ensuite, vous avez l'insertion dynamique. Donc là, c'est tous les autres emplois ou formations. Ça peut être du préqualif, de la POE, du CDD en dessous de 2 mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sorties dynamiques. Je ne sais pas si je suis clair. N'hésitez pas à poser des questions. Je poursuis sinon. Donc, on voulait vous poser des petites questions. Peut-être que vous connaissez l'EPID. Donc, on voulait vous faire participer, si vous le Tout à voulez fait. bien, et vous poser une petite question. Donc, vous pouvez répondre soit en prenant la parole ou en répondant dans la conversation. Combien de temps un volontaire peut rester maximum en parcours à l'EPID? Est-ce que vous avez une idée? Parce que j'en ai pas parlé. J'ai pas dit la durée maxi. Est-ce que vous le savez? Lancez-vous. Donc, vous pouvez répondre soit dans la conversation, soit à l'oral. Alors, il y a Madame Favre qui nous dit, j'ai pas lu, durée 10 mois, c'est ça? Attendez. 10 mois Durée jusqu'à 10, 25 ans, pas dans mal. deux conditions. C'est pas mal. Et les deux conditions. On va attendre la suite. Oui. Il y a d'autres. 10 Moi mois. également. 10 mois, donc il y a une durée de 10 mois. Alors, est-ce que 10 mois, c'est ça? Apparemment, non. Donc, est-ce que je poursuis? Alors, jusqu'à ses 25 ans. Alors, peut-être préciser pour les 10 mois, en fait, 10 mois, ça correspond non pas à la durée maximum de parcours, mais tout simplement à la durée moyenne d'un parcours chez nous. Et en fait, il y a des parcours qui vont être beaucoup plus longs que 10 mois et d'autres beaucoup plus courts que 10 mois, mais la moyenne d'un parcours, notamment lorsque ça aboutit sur une sortie positive, c'est autour de 10 mois. Donc, on peut supposer que c'est celui-ci qui est bon. Donc, Voilà. effectivement, vas-y, Pour les Karim, je te laisse. 25 ans, en fait, il y a un petit piège. En fait, on peut rentrer à l'EPID jusqu'à ses 25 ans, mais c'est pas la durée maximum, c'est l'âge limite pour intégrer un centre EPID. Donc, tout jeune âgé de 17 à 25 ans peut intégrer un centre EPID. Donc, jusqu'à la veille de ses 26 ans, il peut signer un premier contrat. Mais dès lors qu'il a signé ce contrat, nous, on s'engage à l'accompagner jusqu'au maximum possible. C'est-à-dire qu'un jeune pourrait sortir du coup d'un centre EPID à 27 ans et limite de ses 28 ans, puisque si on prend les 24 mois et qu'on les rajoute à 25, ça nous amène là. Mais dans les faits, la vraie durée légale du parcours possible pour un jeune, c'est 24 mois. C'est-à-dire qu'un jeune qui va rentrer à l'EPID, il signe un premier contrat qui est une base de travail, on va dire, qui est de 8 mois. C'est le contrat initial. Et après, on est sur des parcours extrêmement individualisés et en fonction du projet du jeune, de la vitesse à laquelle il va pouvoir avancer sur ce projet, on va pouvoir allonger ou écourter, si la solution arrive avant, le parcours avec des avenants qui pourraient nous emmener jusqu'à 24 mois et sans prise en compte des potentielles suspensions de contrat qu'on peut avoir pendant un parcours. Voilà, c'est une petite subtilité. Il arrive que des jeunes, notamment, on va prendre un grand classique, sur la période juillet-août, demandent une suspension de contrat pour pourquoi pas ça donner une activité professionnelle qui n'est pas cumulable. Du coup, ils peuvent suspendre leur contrat et reprendre. Et dans ce cas-là, cette suspension n'entame pas les 24 mois possibles. Autre petite subtilité autour de la durée maximum, on en reparlera peut-être après, mais il est possible de faire sous condition plusieurs parcours épides. Un jeune peut sortir de l'épide au bout de 3-4 mois parce que il a démissionné ou il n'était pas assez mature pour le projet. Il pourra redevenir, il y aura quand même une petite demande particulière à faire parce que c'est pas automatique. Et du coup, on pourra reprendre en fait la durée de parcours qui lui reste. Et du coup, lui restera 21 mois. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet de la durée d'un parcours possible à l'épide. Mais s'il y a Alors, des j'ai une questions, question sur, allez-y. Ouais. j'ai une question concernant les 24 mois. Oui. Est-ce que vous auriez notamment
enfin, des profils de jeunes qui vont rester 24 mois? Qu'est-ce qui amène en fait à rester 24 mois? Alors, on va la faire peut-être un peu à l'envers, mais ça va répondre à la même chose. Les parcours très courts avec d'insertion rapide sont souvent, on va voir ça par exemple chez les bacheliers. Un bachelier, on peut plus souvent arriver assez vite sur une insertion, notamment sur de la formation. Et en gros, plus le jeune va avoir des freins à lever, plus le parcours va pouvoir être long. Et puis parfois, on peut avoir des idées reçues. On verra durant la présentation, par exemple, on accueille depuis quelques temps de plus en plus, notamment parce que maintenant on a l'hébergement le week-end, des jeunes gens FLE, type réfugiés ou bénéficiaires de la protection internationale. Et on pourrait croire que ne parlant pas français, ils vont avoir des parcours plus longs, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on va avoir alors, on n'en a pas beaucoup encore, on en a quelques-uns, mais ce qui semble se dégager de ces profils-là, c'est qu'ils ont une telle maturité, une telle envie, qu'ils sont très vite autonomes, et quand bien même ils ne maîtrisent pas parfaitement notre langue, ils vont aller plus vite à l'emploi que d'autres jeunes. Donc ça va vraiment dépendre des leviers du jeune, puis du projet aussi. Il y a des projets qui vont nécessiter un gros travail, parce que le jeune est très loin de pouvoir aller sur la suite de son projet, sachant qu'un projet, ça peut se terminer par un emploi direct ou un actionneur de formation. Et dans ce cas-là, il y a aussi des délais d'attente. Si la formation démarre septembre d'après, puisqu'on est en mars, on va garder le jeune avec nous pour pas qu'il se démobilise, puis on va l'inviter à continuer à travailler pour avoir des acquis beaucoup plus forts, et du coup, ça peut prolonger aussi. Mais alors, pour le coup, le 24 mois, c'est très, très rare. Je pense Ah, que les oui. 24 mois qu'on a sont même le plus souvent des jeunes qui ont eu 2 parcours. D'accord. Merci beaucoup. On va passer une autre question, on vous propose une autre question. En pourcentage, donc là on parle des prescripteurs du service public de l'emploi, donc France Travail et Mission Locale. Combien de jeunes, à votre avis, en pourcentage, sont orientés par le service public de l'emploi vers l'EPID? Pareil, pareil dans le chat ou à l'oral. À Alors j'ai vu 80%. 80%, 80%. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent s'exprimer. On va attendre un peu. Bon, déjà on fait le Voilà. 80 dans ces cas-là. Non, apparemment c'est pas ça. Ah, il y avait encore 80% pour Audrey. Est-ce que vous voulez tenter dans le chat une autre deuxième réponse? On fait pas les appels aux collègues ni aux amis, mais bon. Bon, on va pas faire durer trop longtemps. Donc le 100%, vous imaginez bien que non. Mais donc voilà, on est plutôt sur du 40% d'orientation par France Travail et vous-même. Karim, si tu veux Oui, donner plus alors, d'infos alors là-dessus. on a à l'instar des petites photos que vous avez pu voir sur nos centres, on a des centres qui sont très différents. C'est vrai pour l'infrastructure, c'est vrai pour la taille des centres, et c'est vrai aussi pour tout un tas de données. Aussi, ce chiffre qui est donc la moyenne nationale va pouvoir différer énormément d'un centre à l'autre, parfois du simple au double. Ça dépend énormément de la relation de travail que localement le centre a pu établir, notamment avec les partenaires, les missions locales, ce genre de choses. Mais de manière générale, sur l'ensemble des jeunes que nous accueillons, notre plus gros prescripteur aujourd'hui, ce sont les jeunes en parcours. Voilà. Et après, par contre, tout de suite derrière, le plus gros prescripteur parmi les prescripteurs, c'est la mission locale. Donc c'est vraiment on va dire le prescripteur historique de l'EPID. Il faut savoir que quand l'EPID a ouvert ses premiers centres, il pensait, vu que c'était donc un projet issu du ministère de l'Armée, qui était une adaptation d'un dispositif un peu déjà connu à l'époque, mais surtout dans les dom-tom, le SMA, service militaire adapté. Donc l'idée, c'était de prendre ce dispositif, le démilitariser, entre guillemets, en tous les cas dans son fonctionnement, même si on avait gardé les codes, et ça se sent encore dans notre ADN, et du coup, le lier avec la journée d'appel et de défense, qui s'appelait la JAPD avant et qui aujourd'hui était la JDC. Donc eux savaient qu'à travers cet outil, ils pouvaient déceler des jeunes qui auraient un profil qui pourrait nécessiter de venir à l'EPID, et pensaient que cette simple détection permettrait de remplir des centres qui devaient être en plus grand nombre. Donc dès qu'ils ont ouvert, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être aussi simple, qu'un jeune qui effectue sa JDC, généralement, n'a pas 18 ans, qu'à l'époque, on n'accueillait qu'à partir de 18 ans, et que pour aller trouver de jeunes, il fallait plutôt aller voir ceux qui savaient déjà faire, les professionnels, les habitués d'accompagnement de ce public-là. Et donc, on a commencé à mettre en place tout un process de travail de partenariat, d'abord depuis la direction générale, puis après en plaçant localement des agents dont c'est le métier, pour aller travailler avec les missions locales qui sont, pour ce qui est de 16-25, quand même la référence en termes d'orientation et d'insertion.
Voilà. Et depuis, du coup, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Le SMA, donc, est toujours sur la partie DOM et DROM. Et depuis, encore une couche qui s'est posée, nous avons le SMV qui maintenant est arrivé en métropole, qui lui est vraiment le duplicata du SMA, mais qui, du coup, il y a quand même une différence assez notable entre EPID, SMA et SMV. Donc on va poursuivre. On a imaginé une foire aux questions que vous pourriez vous-même vous poser, enfin qui pourrait vous aider au quotidien, mais il y a sûrement d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé. Donc on va démarrer. Donc je suis un mineur non accompagné, donc MNA. Est-ce que je peux intégrer l'EPID? Karim, tu veux que je réponde ou tu réponds? Non, je peux, donc on n'est plus en mode quiz, je réponds directement. Alors là, on va faire un oui mais. Oui mais, donc techniquement, un jeune qui demain viendrait frapper, un jeune mineur qui viendrait demain frapper à la porte d'un centre sans aucun accompagnement, sans aucune personne vous représenter, ne pourrait pas signer un contrat. Donc on pourrait dire non, mais en fait, dans les faits, les jeunes MNA suivis par l'ASE intègrent aujourd'hui nos centres, puisque ça va être l'ASE qui va jouer le rôle de représentant légal du jeune. En fait, ce qu'il nous faut, nous, pour pouvoir faire rentrer un mineur chez nous, c'est de disposer d'un représentant légal. Donc, si c'est un mineur Et non accompagné, mais faussement non accompagné, puisque suivi par une ASE, ça peut se faire. il faut bien sûr aussi qu'il ait l'autorisation de travail, puisque En plus des autres conditions c'est d'éligibilité qui une obligation. sont 17-25 ans, résider de manière habituelle en métropole, avoir un bulletin 3 vierge et puis correspondre à un de public cible, c'est-à-dire pas à l'emploi, pas en formation, peu qualifié, etc. Je crois qu'il y a... non. Il y a Il y une a quelqu'un qui est en train question. d'écrire. Ouais. Alors, nous, par rapport aux étrangers, donc qu'ils soient mineurs ou pas, après, c'est plus tant l'âge qui compte. Nous, ce qu'il faut pour tous les jeunes qui ne sont pas de nationalité française, c'est qu'ils aient un accès libre à l'emploi. Donc pour les Européens, c'est très simple, c'est comme pour les Français. Donc on va juste vérifier la condition de résidence habituelle en métropole. Pour un jeune hors UE, il faut que le document qui lui permette de résider en France lui donne aussi un accès libre à l'emploi. Pour schématiser, tout ce qui est vie privée familiale qui donne accès libre à l'emploi, on va prendre. Par Mhm. contre, un jeune qui aurait une carte avec des restrictions en termes de volume d'horaire possible pour l'emploi, comme les cartes étudiants, on ne prendrait pas. Et la carte de circulation ne propose pas l'accès à l'emploi, a priori. Du coup, c'est pas possible pour lui. Mm. On poursuit, sauf s'il y a d'autres questions sur les MNA. Ah, si. Je vous en De prie. rien. Je n'ai pas de domicile fixe, je peux intégrer l'EPID, Monsieur Sayat, Alors, c'est possible ou pas? oui, oui, encore plus facilement qu'avant. Avant, on avait légalement, et bien sûr qu'on peut et qu'on doit prendre, ça serait de la discrimination de ne pas prendre un jeune sous prétexte qu'il n'y a pas de domicile fixe. Après, on a beaucoup plus de facilité à le faire depuis 2-3 ans, où maintenant on a une réelle possibilité d'héberger le week-end. Avant, on n'avait pas ça. Et donc, on était très embêtés à prendre des jeunes pour lesquels on n'aurait pas de solution à partir du vendredi. C'était un peu, c'est un peu un déchirement pour les équipes. Vous accompagnez un jeune, vous l'aidez à avancer sur son projet, puis le vendredi, vous lui dites au revoir, vous rentrez chez vous, puis lui, vous savez qu'il est à la rue. Donc, on a très très vite été confronté à ça. On est passé par plein de solutions, plein de pansements. Il y avait une époque où on hébergeait à hauteur de 10% de la capacité d'accueil des jeunes. Il y avait une période un peu moins lointaine où nos chargés d'accompagnement social avaient pour mission notamment de chercher des solutions d'hébergement le week-end. Et puis dès qu'on était saturé à ce niveau-là, on ne pouvait plus intégrer de nouveaux jeunes, ou en tous les cas, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à faire venir un jeune sans domicile fixe, sachant qu'on est moins exigeant avec eux pour fournir les documents qui permettent de valider la résidence habituelle en métropole. Pour tous les Donc, autres, ils doivent la fournir. réponse est oui. La réponse est oui. Et en plus, il y a une solution le week-end. Dans chaque Voilà. centre, il y a à peu près 65% des places au global qui sont maintenues le week-end pour les jeunes qui n'ont pas de solution. Par curiosité, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez approximativement combien de jeunes restent le week-end dans les centres? Alors, ça dépend des centres. Ça dépend des centres. On avait, quand on a démarré l'hébergement le week-end,
le deal, entre guillemets, c'était de disposer de moins de 60 places par centre, avec bien sûr des aménagements, puisqu'on a des centres qui, de toute façon, ne font pas plus de 60 places. On a des centres qui ont dépassé le seuil, qui ont demandé à pouvoir prendre plus, parce qu'en fait, l'hébergement le week-end nous a permis de toucher plus concrètement un public qu'on ne touchait pas avant. Et pour la bonne et simple raison que pour toucher ce public, il fallait l'hébergement le week-end. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, il s'agit des réfugiés. Les réfugiés, la plupart du temps, sont suivis par des CADA ou des UDA. Ils ont des difficultés pour l'hébergement et quitter le CADA pour se retrouver à la rue, c'est pas top. Depuis qu'on arrive à héberger le week-end et qu'en plus, sur ce public en particulier, on a tout de suite l'autorisation de travail, on peut les prendre. Et un centre comme Montry a quasiment rempli tous ses lits avec des jeunes, BPI, réfugiés, etc. Donc c'est très variable d'un centre à l'autre. Et puis on a des centres qui malheureusement ont des difficultés où on ne peut pas rajouter de lits dans le centre. Donc on travaille avec des structures à l'extérieur, on paye des hôtels. Donc c'est assez variable. Mais la plupart remplissent les hébergements le week-end. Puis après, on a aussi besoin d'avoir une petite réserve pour tous les accidents de parcours, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations très précaires, sont hébergés par leurs parents ou par un tiers, et puis pendant le parcours, sont mis à la porte. Et dans ce cas-là, nous, il faut qu'on puisse réagir très vite et leur proposer tout de suite un endroit où dormir. Et j'ai Il y une a aussi dernière question. Oui, Excusez-moi. allez-y. Allez-y, je vous en prie. J'avais une dernière question à ce propos. Je voulais savoir, est-ce que l'hébergement, euh, est-ce que être sans domicile fixe est une condition sine qua non pour rester les week-ends, ou par exemple, un jeune qui serait très éloigné du, du centre Épide peut rester également les week-ends? Alors, il peut aussi. Il peut. C'est d'ailleurs nous ce qui nous permet. Alors, c'est pas encore foufou en termes de résultats, mais on a eu sur ces 2 dernières années, donc cette possibilité en plus d'héberger le week-end, une augmentation de la location, où avant on était très très peu, enfin on avait la même depuis le début. Et du coup, ça plus ça fait que maintenant on se dit qu'on peut prendre des jeunes qui ne sont pas forcément de la zone géographique proche du centre, puisque ils ont plus de moyens pour payer le transport, puis on pourrait les garder une semaine sur 2. Dans tous les cas de figure, que ce soit un jeune qui soit complètement SDF ou un jeune qui veut s'éloigner assez loin de chez lui, ou parce qu'il n'y a pas de centre à proximité, si vous prenez la zone Aquitaine, etc., si vous êtes du côté de Biarritz, le centre le plus proche, ça va être soit Bordeaux, soit Toulouse. Ça fait cher et ça fait loin. Donc ces jeunes-là pourraient totalement en rentrer là-dedans. Néanmoins, le conseil que je peux donner aux collègues, c'est que quand on est face à cette situation, le mieux, c'est d'appeler directement le centre concerné pour voir dans quelle mesure il dispose de places spécifiques pour le profil en question, puisqu'un centre à 180, il n'y en a pas 180 lits ouverts le week-end, et ils sont déjà occupés. Ils sont occupés parfois par des jeunes en parcours, puis ils sont aussi occupés par d'autres jeunes qui sont des anciens volontaires qu'on a insérés, et pour lesquels l'EPID s'engage à offrir une sorte de poursuite d'accompagnement pendant 3 mois, et notamment en les hébergeant. Puisque ils sortent de l'EPID, on a certes trouvé un emploi, mais c'est encore un peu fragile pour avoir le logement. Donc pour sécuriser tout ça, nous on les héberge encore. En gros, leur offre gîte et couvert, mais du coup ils mobilisent un lit. Donc vraiment, chaque situation est à voir au préalable avec le chef de recrutement qui lui va interroger ses collègues et savoir quand il va pouvoir disposer d'une place libre. Et pour tout vous D'accord. dire, on travaille actuellement sur une solution un peu numérique pour que, un peu comme quand on fait du Doctolib ou quand on veut faire sa carte d'identité en ce moment, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, on puisse savoir par rapport à certains critères où et quand il y a une place dispo. Parce que du coup, ça pourrait donner des idées à un jeune qui est, je sais pas moi, dans le 77, mais pour qui Montry serait la solution, mais dont on explique qu'il n'y a pas de place actuellement, notamment pour l'hébergement le week-end, et que ce jeune voudrait absolument un hébergement le week-end. On essaie de trouver une solution qui très vite puisse donner l'info au jeune. Actuellement, Montry, c'est pas avant 2 mois. Par contre, Langres, qui est juste à l'est, un peu plus loin, c'est la semaine prochaine. Et du coup, le jeune pourra choisir aussi en fonction de ça, s'il le souhaite. Parce que la plupart, on va pas se mentir, n'ont pas toujours très envie d'aller très loin de chez eux. D'accord. Merci, Après, c'était pour les ouais, précisions. après ça peut être un hébergement pour un jeune, par exemple, qui a un stage le lundi matin et qui le stage va être à côté du centre et lui, il habite très très loin. Voilà. Donc, il n'a pas de souci habituellement à rentrer chez lui, mais là, en l'occurrence, pour être à l'heure à son stage, il a besoin de dormir le week-end au centre. Ça peut être ce type de situation aussi, voilà. Moins catastrophique que parce qu'il n'a pas de solution d'hébergement du tout. D'accord. Alors, autre question, on poursuit. Est-ce que donc faire un deuxième parcours, est-ce que c'est possible? Tu en as parlé un tout petit Alors peu tout à ça, l'heure, j'en ai mais parlé un petit peu. C'est possible, mais c'est sous condition. Sous condition de comment s'est terminé le premier parcours. Il y a 2 types de fin de parcours pour lesquels on ne va pas proposer un retour. En gros, c'est ceux qui se sont très très mal finis.
Et là, j'entends par là une exclusion suite à un conseil de discipline, donc pour des manquements graves et répétés le plus souvent. Donc, histoire d'être cohérent et de dire que puisqu'on est exclu, c'est que vraiment on estime que le jeune a été trop loin, on ne reprend pas. Et aussi, donc l'opposé quand la sortie est dite positive. Un jeune qui va à l'emploi, voilà, on a un dispositif qui propose un accompagnement global, complet, donc qui est coûteux. Donc chaque jeune, on lui offre une vraie chance. Si au bout de 8 mois, on estime qu'on a levé tous les freins, qu'en plus on a trouvé un emploi aux jeunes, on va pas reprendre, on va préférer proposer un autre parcours à un jeune qui n'a pas encore bénéficié de ça. Sauf si il est avéré que, entre guillemets, le jeune est parti à l'emploi et qu'il est tombé sur un, comment dirais-je, un employeur un peu douteux et que c'est pas de son fait s'il est pas, il n'a pas pu rester dans le poste, ou une formation où là, nous, on se serait peut-être raté, puis on n'a pas vu que la marche était un peu haute, et puis en fait, le jeune ne peut pas suivre la formation parce qu'il est pas du tout à niveau. Et dans ce cas-là, on pourrait le reprendre. Mais en gros, c'est oui, c'est possible, sur demande. Donc là, le jeune, pour le coup, va devoir motiver son motif, et s'il n'a pas été exclu ou il n'a pas eu un parcours complet avec une sortie positive, ça c'est non d'emblée. On peut aussi ne pas accepter si on estime que on a quand même, je sais pas, un jeune qui aurait fait, je sais pas, 18 mois, déjà il lui resterait plus que 6 mois, puis on pourrait se dire on n'a plus grand chose à lui apporter, donc on va pas être là juste parce que ponctuellement il a besoin d'un hébergement. On a une mission qui est un peu globale et on n'irait pas sur ça. Sachant que, petite précision, si le jeune part dans les 8 premiers jours, c'est pas considéré comme un parcours, donc il peut revenir autant de fois qu'il veut. En fait, on a une période qui est dite période de rétractation, dans laquelle on laisse un délai de réflexion aux jeunes, et puis c'est un peu, ça marche dans les deux sens. Un jeune, au bout d'une semaine, ça nous permet un peu de jauger un peu le public, voir les motivations, etc. Ou le jeune aussi de nous jauger, voir si ça lui correspond. S'il part dans les 7 premiers jours, c'est même parfois préférable, il peut revenir le mois d'après. On poursuit du coup. Je suis une jeune femme, comment se passe l'internat? Alors, vous avez pu voir qu'on n'a pas du tout la parité dans les centres, même si on a une très grosse aussi différence de certains centres. Je crois que le centre de Marseille est quasiment à la parité. Il tourne très souvent autour de 40 ou 45% de jeunes filles. Donc les centres adaptent la partie hébergement de sorte que ce soit pas mixte. Donc le parcours est mixte. Par contre, dès qu'il s'agit de retourner dans son bâtiment, on a le plus souvent des bâtiments dédiés aux jeunes femmes, ou des couloirs, ou un étage, et les autres aux jeunes hommes. Sachant que nous menons actuellement une réflexion pour améliorer cette proportion. Parmi les choses qui émanent et qui sont mises en place ici et là, on a pas mal de jeunes femmes, donc on les a interrogées, on leur a demandé ce qu'elles trouvaient bien l'EPID, ce qui manquait, pourquoi leurs amis ne souhaiteraient pas venir. Donc l'internat peut être un premier frein. Et puis du coup, on adapte aussi nos locaux. Donc on a pas mal de centres maintenant qui s'équipent d'espaces réservés qu'aux jeunes femmes où elles peuvent se retrouver entre elles. Et du coup, elles font les choses qui les intéressent elles. Voilà, c'est un peu un mode en autonomie pour avoir un petit peu leur bulle à elles. C'est quelque chose qu'on voit maintenant assez couramment dans pas mal de nos centres. Poursuis, hein, n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire, hein. Je n'ai pas un projet armé, je peux intégrer l'EPID ou pas? Oui, on peut venir si on a un projet armé, on peut venir si on n'a pas de projet armé et un projet différent, et on peut même venir si on n'a pas de projet du tout. Notre mission, c'est quand même d'accompagner des jeunes sur la construction d'un avenir qui leur correspond le plus possible. Donc, s'ils viennent avec un projet armé, on va challenger ce projet, on va demander aux jeunes de bosser aussi sur un autre projet, on demande à nos jeunes d'avoir un minima 2 projets, puis après, au fil de l'accompagnement, on affine. Mais un jeune qui ne veut pas aller à l'armée peut tout à fait venir à l'armée. Et on a des cas de figure qui se croisent. On a des jeunes qui nous sont orientés par les CIRFA, qui nous connaissent aussi, qui estiment que le jeune n'a pas le profil immédiat pour venir chez nous. Donc il y a 2 cas de figure. Soit ils nous l'orientent en sachant un petit peu ce qu'on va lui apporter, ce qui va être bénéfique pour l'intégration dans l'armée derrière, et le reprendre derrière. Soit ils savent que ce sera définitivement non pour tout un tas de raisons. Et comme ils nous connaissent comme aussi acteurs de l'insertion, trouver une solution à ce jeune. Et dans tous les cas, il travaillera un autre projet. Et du coup, on a des vocations qui naissent ou qui sont abandonnées par rapport à l'armée dans nos centres. Alors pourquoi on s'est permis cette question? C'est parce qu'on sait que l'EPID a encore parfois on a une vision de l'EPID, quel que soit le partenaire, hein, très armée, qui a pu être, ça a pu être une image initiale, mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé. Et le côté armé est resté un peu dans le cadre, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'offre de service. L'ADN armé est resté un peu dans le cadre, voilà, mais on n'est plus du tout dans
dans une approche que de préparation à l'armée, quoi. Voilà, tout à l'heure, Karim parlait du SMV et du SMA, on nous a beaucoup associés, mais on n'a pas du tout de statut militaire et le parcours est vraiment de l'insertion, l'accompagnement à l'insertion de manière large, quoi. Voilà. J'ai signé un SEJ, mais bon, Madame Josse en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux intégrer l'EPID? Donc, comme vous le disiez, Madame Josse, on est solution structurante dans le cadre du CEJ. Donc, bien sûr, un jeune qui a un SEJ peut être orienté vers l'EPID dans ce cadre-là pour poursuivre son parcours. Il peut aussi venir sans avoir de SEJ et on peut, nous, pour le coup, en fin de parcours, lui proposer, s'il n'y a pas eu de solution de notre part, parce que le parcours ne lui correspondait pas, on peut le réorienter vers une mission locale où France Travail pour qu'il puisse et si ça lui convient et si la structure ça lui convient aussi, dans ces cas-là, qu'il puisse signer un CEJ pour poursuivre un accompagnement. Voilà. Donc il peut rentrer sans, il peut rentrer avec. C'est pas de souci. J'ai quelques problèmes avec la justice. Est-ce que je peux intégrer l'EPID, Karim? Bien sûr. Alors, notre vocation, c'est d'aider et d'accompagner des jeunes qui cumulent souvent des vulnérabilités, sont en difficulté par rapport à une insertion pro, et donc ça va aussi parfois avec des jeunes qui ont eu quelques déboires avec la justice. Nous, on est dans vraiment une notion de seconde chance. Donc, le fait en soi d'avoir des problèmes avec la justice n'est pas une condition et qui va éliminer une candidature à l'EPID. Par contre, on est regardant du profil de tous les jeunes, et par rapport à ces histoires de justice, on a quand même deux choses sur lesquelles on est vigilant. On demande à chaque jeune de produire son bulletin 3 du casier judiciaire. Donc, pour schématiser, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le bulletin 3, c'est celui que chaque individu peut demander en son nom. Donc, chacun ici autour de la table peut demander son bulletin 3. Et généralement, ne figure sur le bulletin 3 que les choses les plus graves, généralement des actes criminels. Et c'est là aussi où figurent les interdictions de droit civique, etc. Donc, si le B3 est entaché, on ne prend pas un jeune. Ensuite, on a, nous, en tant qu'établissement sous couvert du Code du service national, je crois, la possibilité de checker les bulletins 2. Donc, le bulletin 2, ce n'est pas vous qui pouvez le demander, c'est une structure, donc l'EPID en fait partie, qui peut demander la lecture du B2, et apparaissent sur ces B2 la plupart des condamnations pour délits et crimes, entre guillemets, à partir de la majorité. Et nous, en fonction des condamnations, des motifs de certaines condamnations, on peut refuser l'accueil d'un jeune. Je vous la fais de façon très schématique. Grosso modo, tout ce qui est crime de sang, on ne va pas prendre. Voilà. Tout ce qui est crime sexuel, on ne va pas prendre. Et ça rejoint un peu l'internat, mixité, etc. Ça sera un risque qu'on ne serait pas en mesure d'assumer. On a une surveillance qui est beaucoup plus allégée la nuit notamment, et on ne ferait pas courir le risque. On est sur des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. Donc s'il y a condamnation sur ce truc-là, c'est que c'est assez récent, et en gros, le choix a été fait de ne pas prendre ce risque. On a aussi le plus souvent un refus pour des jeunes qui seraient trop, comment dirais-je, trop inscrits dans une délinquance pure et dure, des grands multirécidivistes, ceux qui auraient plusieurs condamnations sur plusieurs délits, on va éviter aussi. Et puis on avait quelque chose autour et là c'est plus gênant pour nous actuellement, du trafic de stupes, parce qu'en plus sur les B2, trafic de stupes, ça vous donne pas l'ampleur des dégâts. En gros, quand vous regardez un bulletin 2 pour trafic de stupes, vous avez la même énoncé de condamnation, avec la peine un peu qui peut varier entre Pablo Escobar et celui qui fait ah, le rabatteur en bas d'une cage d'immeuble. C'est quasiment la même chose, détention, session, etc. etc. Alors, ces critères sont à notre main, entre guillemets. On est en train, comme on l'a fait récemment avec les mineurs, les bacheliers, etc., on réétudie à chaque fois nos conditions d'éligibilité, et c'est peut-être des choses qui seront amenées à bouger. Mais actuellement, ces cas de profil ne devraient pas être retenus, sachant que nos centres ne sont pas dans la systématisation de la demande des bulletins 2. Il y a beaucoup de choses qui sont autour du déclaratif. Et enfin, autre profil qu'on va éviter, c'est les jugements en attente. Les jugements en attente, pourquoi? Parce qu'ils peuvent nous polluer le parcours, même si on peut comprendre, et parfois c'est un petit peu un sens inverse, comprendre l'intérêt pour un jeune. On sait que c'est toujours préférable de se présenter devant un juge lorsqu'on est inquiété par la justice avec la démonstration qu'on est en train de se prendre en main, qu'on est dans un cercle d'insertion. Mais on a eu aussi un peu de vécu sur ce sujet-là, avec des jeunes qui, une fois à l'emploi, sont rattrapés par un jugement qu'ils avaient oublié de nous préciser, et sont incarcérés. Et là, c'est très gênant
et pour nous, et pour le partenaire, et pour les autres jeunes qu'il y a derrière, parce que derrière, on ne vous les prend plus. Donc c'est toujours désagréable d'avoir un jeune qui nous quitte en plein parcours parce que finalement, il avait une peine à faire, et voilà. Et donc, on a pour l'instant cette position. De la même manière, on ne prend pas tout ce qui est semi-liberté et tout ce qui est dispositif de bracelet électronique, pour d'autres raisons. Là, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et dans tous les cas, c'est du cas par cas. Et lorsque vous avez connaissance ou demi-connaissance, parce que c'est pas toujours simple de tout savoir, vous n'hésitez pas à voir le centre et il verra dans quelle mesure, parfois même avec le SPIP ou des choses comme ça, puisque de toute façon, on travaille aussi avec parfois des SPIP, parfois la PJ, donc des jeunes avec des problèmes de justice, des jeunes qui ont déjà été incarcérés, on en prend aussi. Limite, le poste sententiel est beaucoup moins compliqué. En plus, on a plus de garanties, le jeune vient parce que voilà, il sait qu'il est sur une mauvaise pente, il a payé entre guillemets, sa dette à la société, et il sait qu'il lui faut un cadre, et il vient de lui-même chez nous, et on a des très beaux parcours sur ces profils-là. On poursuit. Mon statut, quel sera mon statut et ma rémunération à l'EPID? Alors, c'est pas une rémunération, c'est une allocation déjà. Tout à fait. Le statut, alors il est unique à l'EPID, c'est volontaire d'insertion, donc c'est un statut en tant que tel. La rémunération, donc elle est de, entre guillemets, 552, j'arrondis, euros par mois, mais elle est découpée en deux parties. Une partie allocation qu'on remet directement aux jeunes à la fin de chaque mois, sous réserve de ponctualité, je reviendrai dans le détail, et puis on a une autre partie qui est sous forme de prime, que là on touche qu'à la fin du parcours, qui est autour de 90 euros par mois. Donc pour les 460 euros mensuels, le fonctionnement est le suivant. On a une base de calcul qui est une base 30, et chaque jour de présence valide la somme qui est due. Avec une petite sanction entre guillemets pédagogique, les jeunes qui, ça c'est pour lutter pour les filous du week-end, ceux qui partent le vendredi ou qui reviennent pas le lundi, on leur décompte le jour de la veille. Donc ils perdent 2 jours. En gros, si le jeune est là tous les jours de la semaine, et sur toute la durée du mois, il touche son alloc. S'il perd un jour, on lui enlève un jour d'alloc, et si ça tombe un lundi ou un vendredi, il perd 2 jours d'alloc. Et la prime est exactement calculée sur le même montant. Chaque jour d'allocation versée donne un jour de prime versée. Ce qui fait qu'à la fin, si on prend notre parcours de 10 mois, au bout de 10 mois, en plus d'avoir son insertion positive, et c'est une belle affaire, le jeune perçoit aussi, dans le meilleur des mondes, s'il a été complètement ponctuel sur tout le parcours, et 10 fois 92 euros, ça fait un peu d'argent pour démarrer, qui n'est pas négligeable. Alors, pour le coup, les mineurs. Concernant des jeunes, du coup, qui bénéficieraient, par exemple, d'une allocation SAIG, est-ce qu'ils peuvent la maintenir? Non, ça s'arrête pendant le parcours, en fait. Et c'est l'allocation SAIG s'arrête, et c'est l'allocation EPID qui se poursuit pendant le parcours à l'EPID. Et donc, si le jeune a encore un restant d'allocation SAIG, il peut la poursuivre après son parcours à l'EPID. D'accord. Mais ça s'arrête pendant l'EPID. C'est pas cumulable. Hein, c'est pas cumulable. Comme l'allocation ARE ne sera pas cumulable si un jeune perçoit des ARE avant d'entrer chez nous, il pourra pas. C'est pas cumulable. Ça s'arrête et ça se reprend après. Et pour le coup, la différence avec l'allocation CEJ, c'est que le mineur à l'EPID touche la même chose que le majeur. Donc, il n'y a pas ce décalage comme avec le CEJ. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. On poursuit. J'ai une reconnaissance TH. Est-ce que je peux intégrer l'EPID? On va se refaire un oui, mais la reconnaissance TH en tant que telle ne va pas poser problème, mais un peu dans la même logique que pour les jeunes de nationalité étrangère, il ne faut pas que la situation administrative du jeune soit un frein à une insertion normale, on va dire. Et pour un jeune qui a une reconnaissance avec obligation de travailler en milieu protégé, par exemple, on ne prendrait pas. Néanmoins, il est à souligner qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous sans reconnaissance et dont on se rend compte parce que pour le coup, on les a avec nous 24 heures sur 24, à minima 5 jours par semaine. Ça permet de déceler des situations qui n'avaient pas été décelées jusqu'alors. Et du coup, notre travail va consister à accompagner le jeune avec l'infirmière, avec tous les professionnels disponibles, le jeune vers une reconnaissance, vers la demande d'une reconnaissance et l'obtention de cette dernière. Ça fait partie parfois des parcours un peu longs. Voilà, parce qu'il y a tout un process, il y a parfois un déni de la part du jeune ou de la famille, c'est pas une situation simple. Qui plus est, derrière, pour nous, ça finit forcément, si la reconnaissance, en plus, elle donne
la contrainte que maintenant le jeune doit travailler comme lieu protégé, ça nous amène nous forcément dans une sortie dynamique. Donc en termes de barème comptable, on ne peut pas dire que ce soit super positif, mais en termes de satisfaction pour les équipes et du devoir accompli, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour nous. Et voilà, c'est quelque chose qui est très dur à gérer au quotidien. On n'a pas, voilà, on n'a pas de psy dans les centres, on ne reconnaît pas à l'admission, même si une visite médicale, tous les profils. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur les jeunes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Par contre, il y a certaines reconnaissances, type un jeune qui peut être Oui, dyslexique très plus, et qui nécessite d'avoir il a déjà eu une reconnaissance, même dans le milieu scolaire. Pour le coup, là, il n'y a aucun problème qu'il intègre l'EPID, puisque c'est un handicap que beaucoup de jeunes qui sont à l'EPID ont, même s'ils n'ont pas eu de reconnaissance. Voilà. Donc, nos formateurs en français, on va en parler après, nos formateurs en français sont habitués à avoir du public qui ont de multiples 10 ou voilà, qui sont 10 en tout cas. Donc voilà, donc c'est vraiment selon le handicap du jeune, quoi. C'est pas une réponse unilatérale. Là aussi, il faut se rapprocher du centre et en discuter. On poursuit s'il n'y a pas de questions. J'espère qu'on ne vous endort pas. S'il n'y a pas de questions, on poursuit. Alors, quels sont les documents nécessaires pour intégrer l'EPID? alors les documents nécessaires pour rentrer à l'EPID sont les documents qui nous permettent d'établir l'éligibilité au dispositif. Donc il nous faut une pièce d'identité. Oui, je pense que c'est prévu, je vois en question, pour nous avoir la présentation en fin de le PPT. Je pense qu'il vous sera diffusé. Pour ce qui est des documents, donc, il faut qu'on puisse établir que la personne est bien qui elle est et qu'elle a accès à l'emploi. Donc une pièce d'identité classique, CNI ou passeport. Lorsqu'on est étranger, bah, c'est plutôt le titre de séjour avec l'indication qui donne accès à l'emploi. Voilà, valable et valide. On a, sauf pour les SDF, la nécessité de valider la résidence habituelle en métropole, donc tout ce qui va être autour de la quittance de loyer, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. Certificat d'hébergement lorsqu'on vit chez ses parents avec la pièce d'identité de l'hébergeur et une facture qui va avec, ou un justificatif de domicile de manière plus globale. Ça, c'est pour le deuxième critère. Pour l'âge, bah, c'est que la pièce d'identité. Le bulletin 3 du casier judiciaire. Alors après, faut pas. On a mis pas mal de souplesse dans nos process d'admission, notamment après le Covid. Avant, on faisait en sorte que tous nos jeunes arrivaient avec un dossier béton, carré, dès le premier jour. On s'est rendu compte que c'était devenu un peu antinomique avec le public visé et notre mission. Certains jeunes ne savent pas aller chercher ce document. Donc maintenant, on utilise ce fameux délai de rétractation pour se donner toutes les chances de compléter le dossier. Donc localement, le centre vous expliquera comment ils font, mais il n'est pas rare de trouver un centre qui propose aux jeunes, le jour où ils viennent, de faire des ateliers avec un PC pour faire la demande de B3 en ligne. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, on va demander après un RIB, donc c'est mieux s'il l'a. Et puis il y a, alors c'est pas vraiment un document, mais ça fait partie des choses de demander et à surveiller. On a, on doit avoir une espèce de reconnaissance d'aptitude médicale à rentrer sur le parcours. On a dans le programme pédagogique de l'EPIC du sport de manière quasiment quotidienne. Alors on n'est pas sur les championnats du monde ou les JO, tout ça c'est fini. Hein, on n'est pas, on l'a dit, des recruteurs pour l'armée, c'est de l'EPS. C'est vraiment au niveau collège, et puis après, le formateur de sport adapte le niveau d'effort aux jeunes qu'il a devant lui. L'idée, c'est que chaque jeune puisse se mettre en mouvement par rapport à l'activité physique. Nous, on va juste demander au médecin qui va être présent ce jour-là, qui n'est pas un salarié EPID, de veiller à ce que les jeunes candidats ont pas, voilà, on leur fait pas courir un risque si on leur fait faire un footing sur 400 mètres. S'il n'y a pas des gros sujets autour des addictions, ça peut arriver. Et puis aussi, d'un point de vue santé mentale, si la vie comme ça, un peu en vase clos, dans un internat avec d'autres jeunes, n'est pas problématique pour le jeune. Voilà. Dès lors que le médecin donne son go, nous, derrière, on prend. Donc, une pièce d'identité, un justif de domicile, un B3, et entre guillemets un certificat médical, mais ça c'est nous le plus souvent qui le produisons, et on peut rentrer à l'EPID. Après le RIB, tout ce qui est entre guillemets, je veux dire accessoire, mais plus que ça, ça bloque pas à l'admission.
on peut le faire sur les jours qui suivent. Je vais ajouter juste pour les mineurs où là, alors il y a effectivement, on a permis de la souplesse dans l'obtention des documents, sauf pour les mineurs, parce que là, on doit avoir vraiment une autorisation du représentant légal, quel qu'il soit, que ce soit un parent, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, un tiers de confiance, enfin voilà, il y a multiples, ou un tuteur, il peut y avoir multiples personnes qui représentent le représentant légal, mais on a besoin effectivement de sa signature et de la signature du jeune aussi sur le contrat et de la signature du représentant légal et un justificatif qui nous précise qu'il est bien représentant légal. Ouais. Donc, on a trouvé de la souplesse là-dedans, enfin, dans ce système-là, en demandant soit aux parents de venir s'ils le peuvent. S'ils sont très loin du centre, tout peut se faire par mail, par vidéo, où parfois les chargés de recrutement se déplacent dans les structures type mission locale ou CCAS ou centre social pour rencontrer les parents si nécessaire, si eux-mêmes peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc il y a nécessité toujours d'être en lien puisque tout au long du parcours pour un mineur, même si on va demander des autorisations dans le contrat de volontariat, mais tout au long du parcours, on va avoir besoin de le contacter, le représentant légal, et donc il faut qu'on puisse en discuter avec lui dès le démarrage du parcours. Mais en tout cas, il y a de la souplesse pour le rencontrer, et donc ça aussi, ça se discute avec le chargé de recrutement du centre. Et Et je crois que Madame Favre a une question. ouais, en lien avec ce que tu viens de dire, est-ce que pour les MNA qui n'ont pas leur propre RIB, est-ce que cela pose un problème? Alors, pour le coup, ils ont le RIB de qui? Parce que là, je vois pas. Mais si vous voulez parler directement avec le micro, c'est comme si vous le souhaitez, hein. C'est comme, je ne sais pas si votre micro marche ou pas. Voilà, Est-ce qu'il... Ouais, excusez-moi, oui. je vous en Bonjour. prie. Bonjour. Donc, Bonjour. merci. Oui, entre autres, les MNA, la difficulté, par exemple, quand je veux leur faire signer un PACA ou autre, je ne peux pas parce que l'État demande qu'ils aient leur propre RIB et très souvent, ils sont rattachés en fait à une structure qui les accueille et donc ils ont ce qu'on appelle une propre carte interne qui est alimentée pour qu'ils aient voilà, de l'argent de poche, mais c'est tout. Donc Ok. du coup, ça peut peut-être bloquer pour vous, je ne sais Ah oui, pas. oui, nous, ça va être bloquant, effectivement, parce qu'on veut justement, notamment pour les mineurs, éviter que ça soit un système de récupération d'argent que pour les parents ou pour le représentant légal. Donc, effectivement, on souhaite que ça soit au nom du jeune, enfin le RIB. Après, est-ce que le public auquel vous pensez ne peut pas ouvrir un compte nickel, par exemple, à la poste ou dans un bureau de tabac? Mm. Parce que... Enfin, ça sera, en tout cas, ça sera quelque chose à poser. Moi, jusqu'à maintenant, si vous voulez, quand j'avais des MNA, alors, qui étaient, on va dire, encore à devoir se remobiliser dans des projets, voilà, pas encore bien fixés, mais le seul dispositif sur lequel je les orientais puisque je ne voyais pas autre chose pour le moment, c'était la promo AFPA 16-18. 16-18 qui voulait bien bon, les prendre à titre exceptionnel, puisque du coup, ils n'étaient pas censés être rémunérés. Et voilà. Mais je ne savais pas que les PIT, par exemple, là, j'apprends, voilà, donc merci. Mais il faudra que je vois s'ils peuvent pas avoir un compte, voilà, autre. Mm. Ouais, un compte nickel, c'est le plus simple en général. C'est ce qu'on propose aux jeunes mineurs ou non qui ont une difficulté d'accès aux banques, c'est d'aller sur un compte euh, nickel, parce que je crois qu'ils ne me demandent même pas de documents pour les mineurs de la part des parents, je crois. D'accord, bah, Il me faudra semble. voilà, que je pose la Ouais, question auprès des éducateurs, enfin, à l'avenir si j'ai des demandes dans ce sens. Merci. ok. Merci pour votre question. Alors, on poursuit. La dernière question qu'on a imaginée, mais vous en avez peut-être d'autres. Je voudrais découvrir l'épide avant d'intégrer. Est-ce que c'est possible? Donc, tu en as parlé un petit peu Oui, des 7 jours il y a 7 d'intégration, mais jours. Alors, avant, on peut faire. là, Ouais. oui, on est déjà mis. C'est juste avant d'intégrer, mais c'est moins. On est déjà un peu engagé, j'ai envie de dire. Ça peut déjà être un frein pour certains jeunes. Nos centres mettent vraiment à disposition tout un tas d'outils pour permettre aux jeunes de comprendre ce qu'est un centre. Et aussi, pas qu'aux jeunes d'ailleurs, aux accompagnants, aux conseillers mission locale, etc. Donc, parmi la batterie des outils mobilisés, on a des portes ouvertes
qui sont réalisés. Donc soit sur des très gros formats, 1 ou 2 fois par an, le centre s'ouvre complètement à l'extérieur, il fait venir tout un tas de partenaires et de jeunes. On a de manière plus facile et de manière très régulière des journées de visite. Voilà, visite infocaux. Il y a des centres qui vraiment ont sanctuarisé ça de manière quasiment, c'est toutes les semaines. Je crois qu'ils sont ensemble, par exemple, tous les mardis, tous les jeunes qui vont rencontrer, qui sont intéressés de près ou de loin, c'est-à-dire qui sont déjà très candidats, entre guillemets, dans les marches ou qui veulent juste découvrir, sont invités à venir visiter le centre. Donc là, il y a une infoco, on leur explique, on répond à leurs questions. Il y a aussi quelque chose qui avait été initié, je crois, par le centre de Brétigny à la base, notamment, je crois que c'était avec la mission locale de Corbeil. Je ne sais plus trop, mais l'idée c'est de faire on avait fait ça au début, c'était un test avec une espèce de campagne de communication. On avait fait un Vie ma vie et on s'était rendu compte que ça pouvait être plutôt intéressant pour des jeunes qui sont pas encore hyper candidats, à qui on a parlé de l'EPID, ça les intéresse vaguement, mais ça paraît un peu bizarre cette histoire et ils aimeraient se faire une vraie idée de la chose. Donc l'idée c'est de passer, et c'est complètement modulable, 1 nuit ou 2 dans le centre, à suivre les autres jeunes et puis après ça permet de se dire: «OK, moi je suis plutôt partant pour ceci», donc on appelle ça des mini immersions et puis plus récemment, on a mis en place, notamment dans un projet qui veillait à augmenter, la proportion de jeunes issus des quartiers politiques de la ville, puisque c'est un objectif fixé par les tutelles. On a mis en place 2 types de séjours qui s'appelaient les séjours de remobilisation ou d'immersion, où des jeunes qui ne sont pas forcément candidats de base, vont, vivre une expérience avec un centre EPID. Soit directement dans le centre, soit en rencontrant des jeunes du centre, mais à l'extérieur. L'idée vraiment, c'était de créer le 1er lien, la première rencontre et on sait que de jeune à jeune, il se passe parfois beaucoup plus de choses que lorsque c'est un vieux monsieur comme moi qui vient parler aux jeunes de ce que peut être un centre et l'intérêt pour ce dernier. Et tout ceci peut susciter des vocations ou freiner quelques ardeurs si on n'avait pas compris, par exemple, que, bah, oui, l'internat, c'est on dort bien sur place et certains n'y sont pas prêts ou d'autres sont très fans. Voilà tout ce qu'on peut faire pour découvrir les Ouais. PID. On a aussi après leur site internet, un site dédié aux jeunes, on a des vidéos YouTube, enfin voilà, on est un peu comme tout le Après monde sur tout ce qui est possible pour se faire connaître ouais, auprès des jeunes. après il y a aussi, par exemple, les missions locales qui peuvent amener des groupes de jeunes qui les accompagnent en CEJ, et justement ça fait partie du partenariat, Tout à qu'on fait. qu'on propose dans le cadre de l'accord 4, c'est que, peut y avoir une négociation, un partenariat entre une mission locale et le centre EPID le plus proche pour que les jeunes en CEJ puissent bénéficier, par exemple, on va en parler tout à l'heure, de nos installations pour passer le code. Donc on a des simulateurs, mais on a aussi beaucoup d'installations sportives. Donc, il peut y avoir un partenariat sur ce sujet-là et dans ces cas-là, ça permet aussi aux jeunes de découvrir, leurs collègues qui sont en tenue EPID de l'autre côté, dans le centre et puis, aussi de regarder, à quoi correspond l'offre de service et ça peut être une suite de parcours pour ces jeunes-là, voilà. Il y a toutes sortes de choses à monter, rien n'est fermé sur quel type de partenariat on peut mettre ensemble. On a aussi des Fab Labs, des Fab Médias, voilà, des installations qui sont intéressantes sur le numérique il y a eu des créations comme ça de vidéos, de clips entre missions locales et centres. Voilà, il y a plein de partenariats possibles. Il y avait Madame Favre qui a osé poser une question, puis du coup qui est partie. Je ne sais pas si vous souhaitez encore intervenir. Vous avez, Vous vous aviez avez levé la main. répondu. Non, mais vous avez répondu, c'était par rapport à l'exemple que vous donniez, je crois, pour Corbeil. Je n'avais pas au départ bien compris ce que c'était, ça en consistait. Donc, j'ai compris que c'était D'accord. bien, en fait, la possibilité de découvrir avec une nuitée, voire 2 nuitées, avant même qu'un Exactement, jeune complètement exactement. soit inscrit, c'est ça, hein? Tout à fait, sans avoir à présenter tout un dossier complet et cetera. C'est vraiment, voilà, une petite convention d'accord entre le jeune, et le centre et ça permet de sécuriser ça et puis voilà, il peut découvrir le centre, puis comme je vous l'ai dit, C'est vraiment ça, partager l'expérience avec d'autres jeunes et c'est c'est beaucoup ça, plus éclairant que tout ce qu'on va pouvoir lui montrer comme ça à distance. c'est ça. Oui, puis Ok, ils testent merci. l'internat, parce que c'est souvent ça C'est Aussi, ça. aussi. Oui, le sujet le plus complexe, oui, c'est Ouais, venir en internat, en collectif, l'internat et les avoir premiers une jours. oui. tenue. Voilà. Voilà, après ça passe. C'est vraiment le truc Si. qui même pour Donc ceux qui il font y un a parcours juste là complet encore, qui il y a encore, je suis embêtante pour les mineurs, mais il y a juste dans ces cas-là, si c'est un mineur qui veut faire une immersion, il y a juste un document à signer par les parents aussi, par le représentant légal quel qu'il soit, Oui, pour non, mais dire c'est bon. on est OK, pour qu'ils puissent C'est tester, quoi. normal. Ça, Voilà, c'est normal. ouais, on sécurise, quoi. Voilà Merci. sur les questions, surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On poursuit sur l'offre de service, mais c'est des questions qui vous viennent après. Donc on pendant. vous a parlé jusqu'à présent du public et comment on intègre. Après, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant le parcours.
Donc là, c'est ce qu'on appelle un vie ma vie du volontaire, parce qu'on va vous préciser une journée, pas forcément type, mais enfin une journée. Peut-être avant que je vous parle de tout ça, dans l'offre de service, en gros, on a bon, l'objectif final, c'est bien l'insertion, donc emploi ou formation. Et le logo de l'EPID, il n'a pas été fait par hasard. Il y a comme quatre pétales Pétale. d'une fleur. Je ne sais pas si C'est ça. c'est une fleur, hein, on est C'est un d'accord. trèfle. C'est un Quatre- trèfle. Un C'est un trèfle à trèfle, quatre ok. feuilles. C'est un 4 pétales de trèfle. ce trèfle, et chaque pétale correspond en fait à un axe de l'offre de service. Il y a d'un côté tout l'accompagnement pour aller vers l'insertion, donc ça veut dire travail du projet pro, euh, euh, immersion en entreprise, donc stage en entreprise, rencontre de multimétiers, voilà, il y a tous les éléments pour travailler son projet et accéder à l'emploi ou accéder à la formation. En deuxième pétale, on a tout le volet formation générale, donc formation générale, on remet des maths, du français si nécessaire, on met du numérique, de la mobilité, donc passage du code et du sport. Donc, et tout ça est toujours à destination de l'insertion pro. Voilà, c'est-à-dire que la formation générale, ça va être en fonction du projet du jeune. Imaginez, enfin voilà, vous le savez bien, parce que ça ressemble beaucoup au pôle de mobilisation, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, ou voilà, mais c'est toujours du français ou du sport ou du numérique en fonction de ce qu'on veut faire après. Le troisième volet ou troisième axe de l'offre de service, c'est l'éducation à la citoyenneté. Donc, je vais vous préciser en quoi ça correspond derrière, mais c'est le jeune vient aussi à l'EPID, il va faire des actions. On le voit là un petit peu là, des actions citoyennes pour aider pour s'ouvrir à la collectivité. Donc ça va être aussi des sorties culturelles, des sorties artistiques, des sorties pour aller faire comment on appelle ça? Du travail de mémoire. Enfin voilà, donc on va en reparler un petit peu après, mais voilà. Ça, c'est troisième axe, c'est l'action citoyenne. Et le quatrième axe, c'est le pôle médico-social. Donc, c'est travailler sur l'accompagnement sanitaire et social, donc la santé, l'accès à la santé, l'accès aux droits, et puis l'accompagnement aussi pour résoudre ces freins sociaux dont parlait Karim tout à l'heure. Mais on va développer davantage. Donc là, c'était surtout, on imagine la journée. Donc effectivement, c'est un cadre bien précis à l'EPID, puisque l'objectif, c'est que des jeunes qui étaient un peu désorientés parce qu'ils n'avaient pas de solution emploi ou formation au quotidien, ils étaient sortis de l'école, donc plus de cadre, plus d'horaire, a priori. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est de remettre d'emblée des horaires. Donc effectivement, ils se lèvent tôt, ils se lèvent à 6 heures. Et ils finissent à 22 heures la journée, ça veut dire que tout le monde doit être dans sa chambre à 22 heures, c'est pas extinction des feux à 22 heures, mais après ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre, mais c'est à 22 heures en tout cas, tout le monde est dans la chambre. Ils sont en collectif dans les chambres, donc ça dépend les centres. Il y a des centres avec des chambres très grandes, d'autres moins. C'est vraiment selon vous avez vu tout à l'heure les petites architectures, donc c'est selon l'architecture du centre. Donc le matin, il y a tout le volet, ça fait partie aussi de la citoyenneté et d'accès à l'autonomie. Il y a tout le volet rangement et travaux d'entretien collectif, ce qu'on appelle des TEC. C'est-à-dire que les jeunes vont ranger leur chambre, s'occuper aussi des sanitaires, c'est-à-dire ils vont ranger à tour de rôle, ils nettoyer à tour de rôle leurs douches. Pareil pour la cantine, parce qu'ils vont manger le matin, le midi et le soir. À tour de rôle, ils vont s'occuper de vérifier que les jeunes utilisent les bons endroits pour mettre les plateaux, ils vont ranger la cantine et mettre les tables sur les chaises, enfin voilà, ou les chaises sur les tables plutôt, c'est l'inverse. Donc ça, c'est les travaux d'entretien collectif. Donc c'est l'apprentissage de l'autonomie et le fait aussi de pouvoir débrouiller. Voilà, ça, le fait de pouvoir se débrouiller après seul et de vivre en collectivité. Il y a des rassemblements 8 heures, 13 heures, 17 heures. Donc là, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Donc du reste, c'est des termes qui viennent de la vision militaire, puisque à 8 heures, 13 heures et 17 heures, les jeunes qui sont organisés en section, ça aussi c'est un terme qui vient du militaire. Donc une section, c'est 30 jeunes. Ils vont se rassembler sur la place du rassemblement qu'on voit dans la photo en haut
à gauche, ils vont se rassembler et par section, ils vont avoir les orientations sur qu'est-ce qui va se passer pour eux. Ils ont connaissance de leur planning au préalable, mais on va leur rappeler qu'aujourd'hui, il y aura là ça, ça, ça et ça selon les sections. Il peut y avoir aussi parfois une entreprise qui vient, donc on va l'annoncer au rassemblement. Et tous les vendredis matin, il y a un rassemblement spécifique avec la levée des couleurs, où il y aura le chant de la Marseillaise et les jeunes qui ont eu une action positive pendant la semaine ou qui vont sortir pour une bonne raison, parce qu'ils ont un emploi ou une formation, ils vont être mis à l'honneur. Voilà. C'est un moment de mise à l'honneur, de bilan de la semaine et de mise à l'honneur. Donc ça fait partie du volet citoyenneté et du cadre spécifique de l'EPID. Donc ça peut être un peu étonnant pour un jeune. On le voit au quotidien lorsqu'on amène des entreprises. C'est très étonnant pour des personnes qui ne sont pas au centre, qui n'ont plus l'habitude. On n'entend plus beaucoup le chant de la Marseillaise à part dans les stades de foot. Et pour le coup, ça devient étonnant. Voilà. Donc c'est pas pour le folklore, c'est bien pour l'apprentissage citoyen. Donc les autres moments de la journée, c'est pas que le rassemblement, on va potentiellement aller vers de la mobilité, donc ils vont avoir les simulateurs de code puisque tous les jeunes vont obtenir, enfin l'idée c'est qu'ils obtiennent tous leur code, ils passent le permis AM, et s'ils souhaitent passer le permis B complètement, donc il y a aussi des cours et certains centres ont des véhicules à double commande pour qu'ils poursuivent leur permis et on a des conventions avec des auto-écoles à l'extérieur. Et on participe aussi au financement du permis. Donc depuis 2023, je regarde parce que j'ai mon post-it sur le côté, depuis 2023, donc on participe à hauteur de 850 euros sur le permis. Le jeune doit payer 350 euros de sa poche. Et ensuite, le reste, il faut qu'on recherche du cofinancement, parce que 1200 euros, c'est pas assez pour un permis. En gros, il manquera encore 600 euros. Donc, potentiellement, soit il peut faire un appel au fonds d'aide aux jeunes, ou après, on va chercher, nous, des cofinancements. Voilà. Ensuite, on parlait là on met sur la frise trois groupes. Parce que pour le coup, l'objectif à l'EPID, c'est de travailler sur du collectif, puisqu'ils sont en section, de travailler sur de l'accompagnement global, comme en mission locale, hein, c'est bien de l'accompagnement global, mais c'est aussi de travailler sur de l'individualisation. C'est un petit peu une équation à trois inconnus un peu complexe parfois pour monter des plannings, mais en même temps, il faut qu'on reste sur le fait que chaque parcours doit être fonction du besoin du jeune qui a été diagnostiqué à son entrée, et pour le coup, l'individualisation peut se faire aussi par le biais de groupes de besoins. Donc, le jeune est en section toute la journée, sauf à certains moments où il est extrait de sa section pour aller faire un groupe de besoins. Par exemple, là, on voit des photos de jeunes qui vont faire du sport, mais bon, ça peut être autre chose. Imaginons, on parlait de l'armée tout à l'heure, un jeune qui doit passer un concours spécifique dans l'armée et qui a besoin d'une préparation spécialement pour entrer à l'armée, aux pompiers ou autre, je ne sais pas. Dans ces cas-là, il aura plus de sport. Il ira dans un groupe de besoins sport. Un jeune on parlait tout à l'heure des jeunes qui ont un statut de réfugié, qui ont un niveau de connaissance en français pas suffisant pour accéder à un emploi type qu'ils ont choisi eux-mêmes, et même s'il fait de la remise à niveau par ailleurs avec nous, il aura besoin d'un approfondissement en français. Donc soit l'approfondissement en français se fera chez nous, soit on fera appel par exemple à l'AFPA dans le cadre de programmes spécifiques pour les publics réfugiés, et il aura des cours supplémentaires. Donc là, ça sera un groupe de besoins particulier. Un autre jeune sur cette heure-là, aura besoin d'aller voir son conseiller en insertion professionnelle, son CIP, pour un entretien individuel parce qu'il a une solution ou il veut aller vers tel sujet, il veut en parler tout de suite à son CIP. Dans ces cas-là, il sortira de sa section pour aller faire son entretien individuel avec son CIP. Voilà. Donc c'est un jeu de collectif, global, et en même temps de suivi individuel. Donc là, après, on a mis d'autres exemples de citoyenneté, voilà.
Par exemple, oui, on parle d'élection des délégués, parce que dans chaque section, il y a des délégués. Donc, le jour des élections, le formateur va bien sûr faire un atelier spécifique sur les élections en France, comment ça se passe. Potentiellement, s'ils sont proches de Paris, pour les centres proches de Paris, ils iront rencontrer des députés ou iront à l'Assemblée pour, voilà. Enfin, donc, il y a des sorties comme ça. Bien sûr, il y a tout le volet, on parlait le volet insertion tout à l'heure. Donc là, on voit une photo de jeunes qui vont dans un entrepôt. Donc il y a des visites d'entreprises quasiment toutes les semaines, des entreprises qui viennent en infoco ou des centres de formation ou CFA qui viennent dans les centres toutes les semaines aussi pour présenter tous les métiers. Il y a des organisations différentes selon les centres. Il y a des centres qui, par exemple, au démarrage, à l'entrée dans le parcours EPID, ils vont organiser de la découverte des métiers pour tout le monde. C'est-à-dire tous les jeunes vont faire une semaine de découverte des métiers avec plusieurs métiers qui vont faire, enfin plusieurs structures qui vont venir faire des démonstrations dans les centres. D'autres le feront un peu plus tard. Enfin voilà, il y a des différences, mais en tout cas, l'entreprise doit être là tout au long du parcours. Et on vous parlait de Fab Lab et d'ateliers cuisine pédagogique. Donc, selon les centres, donc il y a un tronc commun, on va dire, du parcours, là, les 4 feuilles. Et puis après, chaque centre, chaque, euh, chaque professionnel ou directeur du centre va décider aussi d'aménager l'offre de service un petit peu différemment selon ses partenariats locaux ou des jeunes qui sont dans leur centre. Euh, Par exemple, on parlait de liens sur la santé. Certains centres vont aller chercher des activités d'équithérapie, donc aller à l'encontre des chevaux. D'autres vont travailler avec les animaux, mais plutôt les chiens, voilà, les chats pour orienter pour des jeunes qui ont des problèmes de comportement ou autres. Enfin voilà, ils vont trouver ce type de sujet. D'autres vont demander à des interventions de coaching, relooking pour accéder à l'emploi. Enfin voilà, chacun selon ses prestataires dans les centres peut avoir, ils ont un budget, hein, chacun a son budget de prestataire et ils peuvent faire appel à d'autres structures ou pour une intervention dans le centre ou à l'extérieur. Donc je poursuis. Alors là, c'est. Donc, dites-moi hein, si vous avez des questions sur l'organisation. Ah, j'ai oublié de vous parler après le dîner, qui est tôt, soyons clairs, qui me semble un peu tôt. Mais bon, après, les jeunes s'y habituent. Donc, après le dîner, il peut y avoir aussi des activités. Donc, soit c'est temps libre pour ceux qui n'en peuvent plus du collectif, ils peuvent retourner dans leur chambre ou aller au foyer. Soit il y a encore des activités le soir pour ceux qui le souhaitent. Donc, activités sportives, puisque dans chaque centre, il y a c'est l'équivalent d'un club de sport, quoi, parce qu'il y a une salle de sport, de muscu et tout ça. Voilà, Il y a des équipements, ils y ont accès de manière plus ou moins libre. Il y a après en fonction des centres, des appétences de certains agents, il y a des ateliers qui se mettent en place. Ça peut être des ateliers cinéma, des ateliers théâtre, des ateliers où on va parler actualité. Donc voilà, il y a tout un panel d'activités proposées, non obligatoires, où les jeunes vont s'inscrire. Voilà, ça peut être l'occasion. On parlait tout à l'heure des espaces jeunes filles où les jeunes filles vont se retrouver entre elles et peut-être il y aura des ateliers esthétiques et des choses comme ça. Voilà, tout un Ouais, tas de trucs très divers et variés d'un centre à l'autre. il y a des centres qui ont ouvert quasiment on dirait un coiffeur. Moi, je suis Mhm. ici quand j'étais, enfin, j'étais On peut ici avoir quand des j'étais visité. intervenants qui viennent faire des cours de Zumba, on peut avoir Voilà, des choses oui, comme ça aussi. voilà. On a tout vu. On a La même pla- ponctuellement des jeunes qui peuvent, alors c'est très ponctuel aussi, ça dépend des centres, ça dépend où ils sont situés, qui ont le droit de poursuivre une activité vers l'extérieur sur le temps du soir. Ils sortent 1 heure, ils font leur activité, ils reviennent. Alors c'est Ça, c'est plutôt pour les rare majeurs, hein. que, C'est pour les majeurs. oui, Je suis désolé et de le quand on n'est pas, préciser. et puis quand on est situé pas trop loin de d'infrastructures qui le permettent. Oui, certains jeunes qui veulent continuer à être inscrits dans une association sportive, ils peuvent continuer à le faire s'ils sont majeurs et si c'est pas trop loin du centre. Enfin, je me fais juste garder du temps, mais juste pour dire qu'il Ouais, reste 10 minutes à peu près. on va accélérer. Ah, ok. Donc le Vie ma vie. Ensuite, c'était l'équipe qui est autour du public. Donc on a énormément. Alors on est très bien doté, hein. C'est vrai qu'on est. Je sais que parfois on nous appelle la Rolls-Royce de l'insertion. On a beaucoup de personnel encadrant autour du public. Donc on précisait donc en moyenne un agent qui encadre 2,5 jeunes. Donc
Je vous parlais tout à l'heure des sections. Autour d'une section, donc c'est 30 volontaires à l'insertion, il y a toujours un CIP qui va coordonner le parcours du jeune et qui est responsable de la coordination de ce qui va se passer, puisque il y a beaucoup d'intervenants dans le centre, et donc il faut bien une coordination. Et donc c'est le CIP qui doit se mettre au courant de tout ce qui se passe pour un jeune durant son parcours. Et il y a ce qu'on appelle des réunions. Bon, chez nous, ça s'appelle des COF, mais enfin, il y a des réunions précises tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin voilà, il y a des temps précis où le conseiller en insertion professionnelle doit faire un point avec le jeune et l'ensemble des agents qui sont autour du jeune sur son parcours. Il y a aussi des réunions de section toutes les semaines là-dessus pour faire un point sur ce qui s'est passé. Donc, toutes les semaines, le lundi, ils font une réunion pour chaque jeune. Physiquement, ils sont dans les mêmes bureaux puisqu'ils s'occupent des mêmes jeunes. Enfin voilà, donc il y a une volonté vraiment d'être des référents de la section. Donc vous avez le CIP, un formateur d'enseignement général, 2 conseillers d'éducation et citoyenneté et 2 ou 3 moniteurs. Voilà. Les moniteurs, c'est ceux qui restent la nuit aussi auprès du public. Et ensuite, à côté, vous avez l'infirmier et un accompagnement social, donc l'équivalent d'une assistante sociale. Tout le volet mobilité, sport et informatique. Donc, ce sont des formateurs. Et puis, un chargé de relations entreprise ou 2 chargés selon l'importance du centre. Les plus gros centres sont à 210 places. Et dans ces cas-là, il y a 2 chargés de relations entreprises donc, qui ont la vocation d'aller faire du partenariat avec toutes les entreprises, les CFA, les centres de formation autour du centre et au-delà, puisqu'il y a parfois plusieurs départements qui sont couverts. Et ils sont censés trouver des solutions de stage, d'emploi pour les jeunes et aussi de découverte des métiers. C'est eux qui organisent toutes les infocos. Ensuite, il y a le chargé de recrutement des jeunes, donc là, dont parle Karim et dont s'occupe Karim dans son réseau. Donc, c'est tous ceux qui vont à l'encontre des partenariats extérieurs, les prescripteurs, et qui vont organiser les séjours d'immersion, les infocos dans les missions locales, les infocos dans les centres sociaux et tout ça. Voilà. Et ensuite, il y a tout le management et la personne la plus importante qui est la coordination pédagogique qui va organiser le parcours du jeune, qui va faire le planning global chaque semaine. Voilà, c'est la personne qui a la tâche, à mon avis, la plus compliquée. Ça, c'est de nouveau l'approche globale dont on a parlé tout à l'heure. Juste peut-être ce dont on ne vous a pas parlé, c'est sur les droits ouverts, l'accompagnement sanitaire et social, c'est sur le contrat de soutien. Donc, tu en as parlé un peu rapidement, Karim, tout à l'heure. Un contrat de soutien pour un jeune qui a trouvé une solution emploi ou formation, mais qui n'a pas de solution d'hébergement ou de restauration après. Dans ces cas-là, on peut lui proposer un contrat de soutien où il dort au centre, et il peut se restaurer au centre le soir après son travail. Et dans ces cas-là, il n'est pas en tenue, hein, voilà, il est. Ah, on n'a pas parlé de la tenue, c'est vrai. On a, on a zappé la tenue. Tous les jeunes ont une tenue, mais tous les agents ont la même tenue aussi. Donc, ils ont une tenue de sport, une tenue. Nous, on a la tenue rouge et bleue, là, c'est la tenue, on appelle ça de travail. Il y a une tenue de sortie où ils ont un costume gris spécifique. Et tous les jeunes ont la même, et les agents aussi. La spécificité aussi, c'est que tout le monde se vous voit, aussi bien les agents que. Enfin, agents vers jeunes et jeunes vers agents, voilà, tout le monde se vous voit. Quoi vous dire, peut y avoir aussi des aides spécifiques. Par exemple, un jeune a besoin pour faire un stage, mais il y a aussi pour accéder à l'emploi derrière d'une tenue spécifique pour son travail. Dans ces cas-là, on peut débloquer des secours d'urgence, à l'instar du Fonds des deux jeunes, quoi, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Karim? Je ne me rends pas compte. Oui, je pense. Ça n'a pas dû rater grand-chose. Euh, Là, c'est à peu près tout. Ça, c'est des stats 2023. Ça commence à dater. Là, il faudrait qu'on change un peu. 2023. C'est les sorties, les métiers vers lesquels les jeunes s'orientent à la sortie. Donc, c'est très variable, hein. Voilà, c'est souvent du pas très qualifié, soyons clairs. Dans l'ensemble, on fait effectivement des enquêtes tous les ans pour savoir quel est le niveau de satisfaction des jeunes, voire plusieurs fois par an. Dans l'ensemble, s'ils ont fait le parcours, c'est que ça allait bien, sinon ils sont partis avant, quoi. Voilà. Ensuite, là, c'est l'entreprise tout au long du parcours. Donc, effectivement, depuis un an et demi, on a augmenté.
on a proposé d'autres types de moyens de rencontrer l'entreprise. On n'est pas seulement sur la prospection avec des infocos à l'intérieur du centre. On souhaite que l'entreprise soit présente tout au long du parcours. Et donc, on va chercher des grands groupes pour, bon, bien sûr, la taxe d'apprentissage, c'est possible, mais surtout, même s'ils ne nous embauchent pas du public, dans ces cas-là, qui viennent en tant que mentor, parrain d'une section, ou qui puissent faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'ils viennent animer des ateliers de coaching, de budget, d'autres. Enfin voilà. L'idée, c'est de maximiser le nombre de fois où les jeunes rencontrent des personnes en entreprise pour que la rencontre soit simplifiée pour eux, qu'il n'y ait plus ce barrage et cette image de difficulté d'aller parler à des adultes, encore plus à des adultes qui vont être leurs futurs employeurs. Enfin, voilà. Donc on multiplie ça, on organise par exemple des courses aussi. Imaginez l'été, s'il y a des tournois de foot ou des courses à pied dans le centre ou à l'extérieur, on va solliciter les entreprises s'ils veulent faire un challenge avec nous aussi. On va accueillir leurs séminaires d'équipe dans nos centres en leur faisant rencontrer nos volontaires, tout en faisant des ateliers spécifiques de TRE, enfin de technique en recherche d'emploi. Voilà, enfin, il y a multiples rencontres. Et puis là, depuis, on va sortir là, en 2025 une communauté alumni, donc une communauté, c'est bizarre, enfin, un réseau social, on va dire, alumni, des anciens volontaires, pour faire un petit peu comme dans les grandes écoles, hein. On a nos anciens volontaires qui vont tenter de trouver du travail pour les autres, et puis et sur lequel les nouveaux volontaires vont pouvoir s'associer. L'idée, c'est d'avoir un grand groupe et de créer du réseau, puisque c'est bien ça qui permet d'obtenir un emploi. Voilà. Voilà, on a beaucoup parlé. On voulait laisser la parole si vous en pouvez. On a encore 3 minutes, on poursuit ou pas? Oui, je pense qu'on peut poursuivre, Alors effectivement, pour ces j'ai vu, dernières minutes, il hein. y a les adresses, hein, il y a les contacts, et il y a Ouais, les et contacts pour ici avec les le sites. cas précis de Bretigny, actuellement, ce centre n'a pas de charge de recrutement. Donc Ah oui. le poste est ouvert. Mais pour le coup, vous pouvez prendre vous pouvez prendre mes coordonnées et je peux faire le relais en attendant. Ouais, vous envoyez un mail à Karim. Ouais, ils sont en train voilà, on est sur une période où on a eu pas mal de départs sur ce centre et pas mal d'arrivées en ce moment. Donc actuellement, c'est une ancienne assistante qui reprend le flambeau du recrutement, en attendant d'avoir un collègue en renfort. Et la directrice de ce centre était arrivée il y a 2 semaines à peine. Et l'intérim a été assumé pendant pas mal de temps par le centre de Montry. Mais du coup, chacun maintenant retrouve un peu son espace. Montry bosse sur son secteur et Bretigny reprend son autonomie sur le recrutement. Mais en attendant, oui, s'il n'y a pas de souci pour les rencontrer, pour les faire des visites, si c'est l'idée, etc., je peux vous mettre en lien avec le centre. Donc bien sûr, oui, c'est pour ça qu'on a mis les adresses, parce que si vous souhaitez des interventions directes pour votre mission locale, il n'y a bien sûr pas de souci. Et si vous souhaitez d'autres interventions de notre part, également, on peut le faire. Alors on va laisser la parole quand même à Anne, une volontaire du centre de Bretigny-sur-Orge, justement. Attendez, je vais arrêter le partage et mettre la vidéo. Tac. Voilà. Et je me mets en plein écran. J'espère que vous voyez quelque chose ou pas? C'est bon? Oui, 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 on voit. Je m'appelle Anne et j'ai 21 ans. J'habite à Bretigny et ma mère est dans le 77. J'ai pas fini le lycée. Je suis déscolarisée parce que j'ai fait une phobie scolaire. On est au centre EPID de Bretigny. Pourquoi je suis là? Parce que j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau. Parce que j'essayais toujours de trouver ce que je voulais faire, trouver un projet, ce qui m'intéressait comme métier. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'était les gens. J'aime beaucoup aider les gens. Et du coup, mon premier projet était basé sur ça. Mais au fur et à mesure, j'ai mis de côté un peu une passion que j'aime beaucoup. Parce que je me suis dit que le plus logique, c'était d'être dans la santé et dans le social. Et pendant mon contrat d'engagement jeune, on m'a proposé de faire un stage de remobilisation parce que c'est pour te recentrer sur ce que tu veux faire. Du coup, j'ai fait oui, pourquoi pas. Et j'ai été du coup dans le centre EPID du 77 à Montry. J'étais plutôt perdue, je découvrais et en même temps j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup la discipline et il y en a beaucoup à l'EPID. Du coup,
je me suis pas sentie directement à ma place, mais c'est vrai que ça m'avait intriguée. Surtout que pile poil dans cette EPID-là, il y avait une amie à moi. Quand j'ai vu que mon amie, finalement, après l'EPID, là, elle est en alternance et elle fait finalement ce qu'elle a toujours voulu faire parce qu'on en a toujours discuté, ça m'a aussi motivée en me disant, j'aimerais beaucoup que ça m'arrive, que je puisse vraiment faire ce que j'aime. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt joyeuse, très énergique. Je bougeais beaucoup, je voulais tout le temps créer des choses, créer des nouveaux jeux. J'aimais beaucoup créer en fait, j'aimais beaucoup utiliser mon imagination. J'avais plus des rêves dans des métiers plutôt artistiques, je pense. Mon projet professionnel, c'est travailler dans la mode, plus précisément dans la couture, être modéliste de vêtements tailleur. Ça fait maintenant 1 mois que je suis à l'EPID. J'aimerais beaucoup, en septembre, commencer à étudier la mode, faire ce que j'aime, vraiment. Parce que l'EPID, du coup, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir un rythme qui est important. Parce que j'avais vraiment pas de rythme, j'avais pas d'hygiène de vie. Et l'EPID, ça m'a permis, en fait, de mieux m'activer. Parce que j'aime bien faire des choses, mais j'avais rien à faire. L'EPID m'aide beaucoup déjà, déjà pour la confiance en soi. Comme j'ai jamais vraiment travaillé à part des petites missions, ça te met vraiment dans le contexte du travail. Qu'est-ce que je peux m'attendre et que je peux le faire, en fait. Que je peux, oui, me réveiller tous les matins, que oui, je peux y arriver pour le code, oui, je peux me faire confiance, oui, j'ai des qualités. Je trouve qu'à l'EPID, ils alimentent beaucoup cette curiosité que j'ai, que ce soit le vécu des personnes qui est totalement différent du mien, les points de vue que peuvent avoir les cadres sur certaines choses, certaines situations, mais aussi des sorties où on va à l'Assemblée nationale, par exemple, qu'on a fait la semaine dernière, que j'ai tellement aimé et que j'aurais jamais pensé pouvoir faire ou atteindre et tout. En fait, ils cultivent vraiment ta curiosité et c'est ça que j'aime vraiment à l'EPID, en fait. C'était Anne pour l'EPID. Merci. Merci beaucoup Voilà. pour cette vidéo qui permet du coup de voir l'EPID à travers le regard d'une volontaire de l'insertion, si j'ai bien retenu. Et c'est en effet une manière pour nos deux structures de se rappeler qu'elles sont toutes les deux au service des jeunesses, hein, et de voir le résultat à la première personne. Merci de votre accueil. Juste pour info, si vous avez besoin de vidéos pour vos publics, enfin, pour montrer aux jeunes, si vous avez besoin de leur montrer ce que c'est, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a une chaîne EPID YouTube spécifique. Après, il y a les réseaux sociaux, hein, on est sur tous les réseaux sociaux. Voilà, avec des shorts, comme on dit, des stories. Oui. Non, c'est pas des stories, c'est des shorts. Des shorts. Des shorts La vidéo pour du le début est un public. short. Voilà. Merci. Et bien sûr, vous avez, je ne peux plus me cacher, vous avez mes coordonnées qui ont été affichées dans le fil de discussion. Et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions si vous avez besoin de trucs plus spécifiques Ouais. à votre situation personnelle. Ne serait-ce que faire de la mise en relation avec les collègues du centre le plus proche de chez vous ou aborder des trucs qu'on n'a peut-être pas vus. C'est possible aussi. Il n'y a aucun souci pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous pour cette présentation de qualité qui nous permet de voir l'offre de services des centres EPID. Merci également aux participants et participantes. Vous recevrez sous peu le PowerPoint ainsi que l'enregistrement si vous souhaitez le partager auprès de vos collègues de mission locale. Passez un bel après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.